Salut, je suis au parc des expositions de Versailles, au 61e Salon international de l'agriculture. On est le 25 février 2025 et la question que je me posais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'agriculture du futur ? En fait, si je me pose cette question, c'est parce qu'avec le dérèglement climatique, l'appauvrissement des sols, la baisse de la biodiversité, la pollution des pesticides, on se demande un petit peu quel va être le modèle agricole de demain. Et donc, c'est vraiment une question que je voulais poser à des agriculteurs et agricultrices au salon, mais aussi à des chercheurs et chercheuses de l'INRAE. Donc l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Et ils ont un stand où ils proposent différentes solutions pour l'agriculture du futur. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. C'est parti. Alors c'est un robot quadrupède, donc le but c'est de passer un peu partout, quoi. Avec des pattes on va pouvoir atteindre des endroits qu'on n'aurait pas forcément atteints avec des tracteurs plutôt classiques. Et le but c'est de venir faire de la supervision sur les plantes, donc c'est de passer régulièrement à des endroits qu'on ne pourrait pas forcément passer avec un robot classique. Donc par exemple dans les vignes, repérer des plantes pourries, observer l'évolution des vignes, observer l'évolution des plantes. Il va être autonome, donc il va y avoir des GPS, des caméras. C'est plus un prototype, voilà, et c'est aux alentours de entre 60 et 80 000 euros. Lui, il a été acheté dans le cadre du Robotherium. Donc on a essayé d'acheter un maximum de différents types de robots justement pour évaluer leur impact concret et voir si c'était possible justement d'intégrer ces robots à des itinéraires agroécologiques. On a la chance d'avoir des grandes quantités de satellites qui observent la Terre de manière régulière et avec une bonne résolution, on arrive à bien voir la parcelle agricole. Et donc, comme on passe très souvent, on arrive à bien suivre le cycle des cultures, l'évolution de ces cultures, on arrive à les reconnaître, on arrive à déterminer leur biomasse, on arrive à détecter des incidents sur les cultures et bientôt on arrivera à voir leurs besoins à nous. Il y a beaucoup de sociétés qui se mettent en aval des données spatiales pour rendre des services aux agriculteurs. Ça permet de préconiser certaines pratiques, par exemple rajouter plus de carbone dans les sols, ce qui permettra d'avoir moins d'engrais à mettre, donc de dépenser moins d'argent. Alors les agriculteurs se plaignent souvent aussi qu'on les surveille. Et donc les politiques agricoles communes utilisent ces données-là pour vérifier que les politiques agricoles sont bien suivies. Mais c'est aussi une démarche qui est bonne pour l'environnement, donc qui est nécessaire à mon avis. Un couvert associé, c'est quoi? C'est en fait la culture de deux espèces différentes. Donc ici, dans notre cas, une céréale et une légumineuse, sur le même champ, depuis le semis jusqu'à la récolte. Côté légumineuse, c'est une famille en fait qui est capable de fixer l'azote atmosphérique grâce à leur nodosité, grâce à une symbiose avec une bactérie qui est naturellement présente dans la plupart des sols en France. Et donc, on n'a pas besoin d'apporter d'azote sur ces cultures. En fait, c'est des engrais naturels, gratuits, azotés. Donc du coup, ici, on a une association blé-pois. Ici, on va devoir trier entre le grain de blé et le grain de pois. En fait, c'est relativement facile de les trier, puisque comme vous voyez, ils n'ont pas du tout la même forme. Donc on arrive facilement avec une grille avec des trous longs et fins à faire tomber le blé en dessous et à faire rouler le pois dessus. Donc on arrive très bien à séparer les deux espèces sans problème. En fait, on s'inspire d'une technique d'un petit jardinier du dimanche, voilà, ou de ce qui se passe en fait dans les espaces naturels. Il y a plusieurs espèces en compétition, complémentaires, etc. Mais en fait, on s'en inspire pour faire quand même quelque chose d'industriel, qui soit viable pour un agriculteur sur des grandes surfaces.
avec zéro intervention phytosanitaire. Donc après plusieurs années de recherche, on a conçu, en coordination avec les agriculteurs notamment, un verger circulaire. Ce n'est pas forcément le fait que ce soit en cercle qui est important, c'est le fait de pouvoir augmenter la biodiversité pour augmenter les régulations naturelles. Donc là on a pommier, après on a une haie multifruits diversifiée qui fait une barrière physique entre la deuxième espèce de pommier. Après on a de la prune, de nouveau du pommier, on a de la pêche, de nouveau du pommier et on a de l'abricot. Les espèces sont intercalées les unes les autres, elles font des barrières naturelles pour limiter la propagation des maladies et des ravageurs. On a aussi rajouté des pierriers, des perchoirs à rapaces et des petits tas de branches pour augmenter la prédation naturelle. Tel qu'il est conçu, il n'est pas transposable pour les agriculteurs en l'état. Par contre, il y a plein de choses dont les arboriculteurs s'inspirent, notamment les haies, que ce soit les haies brise-vent ou les haies de bourrage. Ce sont des choses qui sont reproductibles en l'état sur les exploitations. Et du coup, le biocontrôle, c'est utiliser les odeurs pour moduler le comportement des insectes, pour éviter d'utiliser en fait, des pesticides. Donc nous, on étudie principalement une espèce de papillon de nuit, donc Spodoptera littoralis, et à l'état de larves. Ils vont être ravageurs, par exemple sur les plants de tomates. Donc une seule larve va être capable de ravager à elle seule un plant de tomate entièrement. Donc le but, ça va être de faire des tests comportementaux pour étudier si une odeur va être plutôt attractive ou répulsive sur les insectes et pouvoir après moduler leur comportement. Du coup, la confusion sexuelle, ça va être de placer des odeurs de phéromones sexuels dans les cultures. Donc de ce fait, les mâles vont être incapables de localiser leurs femelles. Donc ça va empêcher l'accouplement dans les champs. Maintenant, j'ai envie de sortir un petit peu des laboratoires, de sortir des modélisations ou des prototypes et de passer vraiment au terrain. Donc d'aller à la rencontre d'agriculteurs ou d'agricultrices et de leur poser la question, c'est quoi l'agriculture du futur? C'est parti. Après, on va pas se mentir, ça fait un peu le Disneyland de l'agriculture quand même, ce salon. Oui, on va aller à la traite. Oui, on va à la traite. Oui, on va à la traite. Tu vas aller à la traite? Ouais? Tu vas aller donner ton lait à Danone? Hein? Tu vas aller donner ton lait à Danone? Ils sont juste derrière en plus, Dana. Oui, c'est pour ça. Alors pour moi, l'agriculture du futur, c'est faire confiance à l'agriculteur. Ça veut dire que l'agriculteur doit pouvoir vendre son produit au prix qu'il veut et puis subir toute la politique agricole qu'on connaît actuellement. On ne doit pas être là pour vivre des aides, mais on veut vivre de notre métier. Parce que notre métier, c'est une passion et on veut vivre notre passion. Alors l'agriculture du futur, oula, c'est une grande question. Honnêtement, je ne suis pas trop positionné dessus. Moi, à mon échelle, j'essaie de respecter par rapport à l'environnement. Dans mon exploitation, on a déjà fait des essais de mélange de céréales et légumineuses, style blé et pois chiches ou féverolles aussi. Alors la limite de cette culture, c'est vraiment le triage et voir la moisson, mais au niveau culturel, c'est très intéressant. Okay. Et s'il y avait un système de triage automatique avec des filtres, est-ce que ça vous intéresserait? Enfin, des filtres pour... Au niveau du triage, on pourrait avoir des triages avec du triage optique ou des triages très spécifiques, mais sur des systèmes d'exploitation comme on a, c'est très onéreux et on ne peut pas s'en approcher. Voilà. C'est surtout ça le gros problème. Alors pour moi, l'agriculture du futur, c'est une agriculture qui va être beaucoup plus diversifiée, qui va utiliser pas mal de technologies, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Nous, on utilise des données satellites pour pas mal de choses. L'utilisation majeure, c'est le suivi d'un index qu'on appelle le NDVI, qui permet de suivre la croissance des plantes. La plupart des agriculteurs prennent des services qui sont fournis par leur coopérative ou par des plateformes directement, parce que c'est quand même très technique. Nous, en fait, on ne les utilise pas comme ça parce que
on fait partie d'une association qui s'appelle OS Farm, qui prône le développement de l'open data et de l'open source en agriculture. Donc on les récupère nous-mêmes, ces données-là, et on les recombine nous-mêmes, et on les utilise avec des logiciels libres pour les visualiser. Et après, on fait d'autres opérations avec ça, et on peut les enregistrer pour faire pas mal de choses. Alors l'agriculture du futur, il y a déjà des choses qui existent. Par exemple, dans Verger co-responsable, on exige d'avoir 100% de confusion sexuelle. Donc la confusion sexuelle, c'est en fait on va lutter contre des insectes. Au lieu d'essayer de tuer l'insecte avant qu'il vienne piquer nos fruits, on va essayer d'éviter qu'ils se reproduisent. Et en fait, cette méthode ne fonctionne que si on a des niveaux de pression très bas. Parce qu'après, plus il y a d'insectes, plus le hasard ferait qu'ils vont se reproduire, et du coup, on ne peut faire que sur des niveaux bas. Et après, on a des nouveaux systèmes qui arrivent. Comme quoi, par exemple, vous, qu'est-ce que vous Alors, aimeriez là, voir en production de pommes, on a quand même une grosse problématique, c'est avoir de la disponibilité de main-d'œuvre. Donc on attend des évolutions peut-être sur la robotisation en verger, c'est-à-dire pour robotiser certaines tâches. Donc, notamment la cueillette, c'est un très très gros poste de dépense, parce que chaque pomme est cueillie actuellement manuellement. Après, on peut avoir donc, tout un travail aussi sur l'analyse d'images du verger. Satellite ou pas? Donc soit par satellite, soit carrément des passages d'engins avec des prises de photos qui peuvent être analysées et permettre d'estimer des charges de fruits, des nombres de fleurs, donc pour d'adapter aussi nos interventions. Mais je pense qu'on a besoin d'une combinaison de tout. Et puis pareil, les producteurs d'être de plus en plus techniques. C'est vrai que toutes ces méthodes demandent une technicité beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait nous demander avant. Et une analyse et une connaissance du producteur qui va beaucoup plus loin. On arrive à la fin de ce reportage, donc j'ai pu vraiment voir pendant cette journée un volet vraiment recherche avec les chercheurs et chercheuses de l'INRAE et un volet un petit peu plus terrain. En conclusion, l'agriculture du futur, c'est pas une mince affaire. Il y a différentes directions, différentes solutions qui sont explorées autant par la recherche que par les agriculteurs et agricultrices eux-mêmes. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a deux tendances, une tendance un petit peu innovation et technologie et une tendance qui s'inspire un petit peu plus de l'agroécologie et de certaines techniques paysannes. Après, ces deux tendances ne sont pas du tout antinomiques. L'important, c'est vraiment que l'innovation et la technologie soient mises au service d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et bien sûr qui respecte les enjeux économiques des agriculteurs et agricultrices. Voilà, c'est la fin de ce reportage. J'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, si ce type de format vous a plu, dites-le moi en commentaire et j'en ferai d'autres. À plus!